Salut Yovania, alors on se retrouve à nouveau presque une semaine après notre premier débat où on était plutôt d'accord et suite à ce débat en fait tu as vu sur mon profil Facebook un post où je parlais du relativisme, je parlais de philosophie moi plutôt et je parlais des personnes qui font de la réalité une relativité, quelque chose de relatif. Et à l'intérieur, il y a un bout de mon propos qui ne t'a pas plu. Je mettrai ce texte dans la description pour que chacun aille le voir. Et donc, du coup, toi, tu as vu dans ce propos quelque chose qui aurait pu être pris pour quelque chose de transphobe. On te connaît, tu t'es présenté dans la vidéo précédente. Ce que j'aimerais que tu fasses là, si ça ne t'ennuie pas, c'est déjà nous expliquer peut-être ce qu'est la transsexualité, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Et puis aussi nous expliquer en quoi ce texte t'a heurté et pourquoi. Voilà. Alors, déjà, on ne dit pas transsexualité, on dit transidentité ou transgenre. C'est un terme en fait qui est un peu ancien et qui est plus usité aujourd'hui, donc bon, c'est pas excessivement grave de l'utiliser, hein. La question c'était qu'est-ce que c'est pour moi, c'est ça? La question c'était en quoi mon poste t'a heurté en fait, puisque tout vient de là en fait, parce en fait la question des transphobes ou des trans identités ou transsexualité n'était pas une question pour moi et apparemment elle l'est pour toi. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est en quoi justement mon post Facebook, qui je le rappelle sera en description, sur les personnes qui sont des relativistes, hein. Donc on a les relativistes culturels, on a les relativistes ethniques, on a les relativistes en religion. Et, euh, et, et à l'intérieur, j'ai effectivement, sur 3 lignes, je crois, parlé d'un certain relativisme qui ferait du ressenti seulement une identité sexuelle. Toi, ce propos, tu l'as extrêmement mal pris et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Alors, je l'ai extrêmement mal pris parce que c'est. Alors, j'ai extrêmement mal pris dans le sens où, en l'occurrence, quand la vidéo est sortie, très clairement, j'étais très contente. J'ai trouvé qu'on avait fait une très bonne collaboration, que c'était hyper intéressant. Le débat était posé, tu mènes les choses, voilà. Je vais pas mentir sur tes qualités d'animateur, quoi. C'est vrai que du coup, on a pu aborder énormément de choses. J'étais plutôt ravie et du coup, lorsque je suis tombée sur le texte, en fait, j'ai vu dans cette phrase, alors c'est que 3 lignes, mais dans cette même phrase, tu avais mis dans le même groupe, en fait, tu avais mis les indigénistes quelque part, et enfin les racialistes du coup, et les personnes transgenres. Et tu as fait une énorme erreur, en fait, à mon sens, c'est que tu as considéré que le fait d'être transgenre est un ressenti. Or, moi, je sais que ce n'est pas le cas, et donc, et que c'est un argument qui est souvent utilisé pour s'en prendre en fait aux personnes trans. Et donc forcément, lorsque j'ai vu ça, alors non seulement je me suis dit c'est pas possible, je me retrouve à avoir collaboré, alors pas avec quelqu'un forcément, mais quelqu'un qui tient des propos comme ça, dans le sens où j'ai pas forcément envie d'être associée à des propos de ce genre-là, puisque comme je t'avais dit en MP avant notre collaboration, je suis très attachée aux droits LGBT, donc j'essaye au maximum en fait d'écouter ce que les gens en ont à dire, les personnes concernées, et de prendre en considération ce qu'ils en disent, sachant que je pars du principe que ça ne me fait pas de mal. Par contre, moi, si je ne prends pas en considération ce qu'ils disent, ça leur fait du mal. Donc, arrive un moment où je l'entends. À titre d'exemple, si tu veux, moi, je suis pas une espèce d'ange qui comprend tout, hein. Quand j'ai été sensibilisée à cette question-là, le fait qu'on appelle les corps mâles et femelles, au début, je m'étais dit, toute féministe que je suis, c'est marrant, ces appellations, il va quand même me falloir, au niveau linguistique, le temps que le signifiant et le signifié, quelque part, évolue pour que je puisse entendre ces terminologies. Mais donc, du coup, lorsque j'ai vu la phrase, tout de suite, j'ai vu que c'était pas une façon pas de traiter la question, mais d'en parler, en fait. De dire que les personnes trans se ressentent d'un genre qui n'est pas le leur, c'est pas vrai, puisque en fait, c'est leur genre. Ils sont comme ça. Mais quel est Alors, le… Alors, je vais préciser mes questions du coup à la lumière de tes propos. Alors, premier point, en fait, j'aurais 2 questions, hein. Je te répéterai si jamais tu en oublies une des deux. Mais première question, qu'est-ce qui nous montre que leur identité sexuelle n'est pas du domaine du ressenti?
Second point, tu me dis que les propos que j'émets leur fait du mal. En quoi les propos que j'ai émis puissent leur faire du mal? Ça veut dire que le simple fait de discuter avec eux et d'essayer de comprendre, quand bien même mes propos auraient été faux et seraient erronés, ce qu'on verra peut-être à la lumière de ce débat, et je suis tout à fait prêt à l'admettre si jamais tout simplement je ne suis pas légitime et je me suis trompé dans mon raisonnement, je suis tout à fait prêt à l'admettre, mais simplement en quoi le fait, on a l'impression et on a eu l'impression tout au long, et je suis pas le seul, hein, tu as de nombreuses personnes qui ont quitté ton profil pour ces raisons, on a l'impression que sur ces questions, la sensibilité est tellement forte qu'on ne peut même pas en parler. C'est-à-dire qu'en gros, je t'impose ce que je suis et tu n'as pas le droit de le discuter. Si tu le discutes, c'est que tu es transphobe, c'est que tu es ci, c'est que tu es ça. On me l'a dit clairement, mot pour mot, sur ton profil. C'est des choses que je vous mettrai je sais pas, en screen capture ou bien en description, mais simplement le fait de demander est déjà un crime de lèse-majesté. Et moi, j'ai pris ça extrêmement mal, puisque ça fait un petit peu gauche fascisante. On a l'impression que c'est les indigénistes quand on leur dit « Non mais attends, t'es sûr que t'es algérien, là, t'es né en France, t'es sûr vraiment que t'es algérien ?» Comment ça, tu mets mon ressenti en doute? Et j'ai senti exactement les mêmes structures mentales et la même manière de se défendre. Alors, je te laisse Sauf que justement, la distinction, c'est pas ça. Ben, je te laisse La m'expliquer en distinction, quoi je elle me est pas trompe. là. Voilà. C'est que en fait, les personnes trans sont des hommes et des femmes. Dans un corps qu'on dit femelle ou mâle, d'accord? Mais ce sont des hommes et des femmes. Ça veut dire que cette pensée réduit la biologie à quelque chose de femelle et mâle. Ben, on est tous réduits à ça, en fait. Ben Parce non, que, moi je me pensais un petit peu au-dessus de ça, c'est-à-dire que moi je suis un homme, c'est-à-dire moitié biologique, et j'ai quand même une construction sociale avec des stéréotypes de genre issus de ma société, et je pensais que je devais déconstruire une partie de ces stéréotypes de genre justement pour être un homme bien et savoir peut-être dissocier ce qui est de l'ordre du biologique et naturel et ce qui est de l'ordre de la construction sociale et de la construction sociétale, afin de pouvoir mettre l'homme et la femme sur un pied d'égalité tout en tenant compte de leurs différences qui ne sauraient être niées. Alors justement, c'est un des reproches un peu clichés, pardon, hein, mais qui est fait aux personnes trans lorsqu'elles disent, ces personnes, que où elles sont des hommes, des femmes, etc. On va leur dire que ce sont des personnes qui vont nier la lutte contre les stéréotypes. Or, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Une personne trans n'est pas seulement quelqu'un qui va entrer dans un stéréotype pour être quelque chose qu'il ne serait pas. C'est absolument pas comme ça. Comment son expression, d'accord, j'essaie de suivre le cheminement, mais comment son expression de genre pourrait être différent de son genre s'il n'adopte pas, pardon, un stéréotype de genre? Je comprends pas en fait. L'expression de genre, je reprends les mots, hein, c'est pas des mots que je valide, mais c'est les mots que j'écoute dans votre communauté LGBT, c'est-à-dire comment l'expression de genre pourrait être autre chose qu'un stéréotype appris. Parce qu'à un moment donné, dans le vécu, alors moi c'est de ce que j'en ai compris, dans le vécu d'une personne trans, à un moment donné, il faut arriver, si tu veux, à être accepté dans son genre. Et alors, donc, alors attends, excuse-moi, hein, mais attends, je termine s'il te plaît, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, non, si c'est que j'ai pas compris en fait. C'est que j'ai pas compris. On part de quelqu'un, on devrait partir d'un cas concret et puis suivre ton raisonnement. Et après, je te laisse parler, mais juste, on part d'un homme, par exemple. Vas-y, je te laisse finir. Alors, on va partir de quelqu'un qui a un corps mâle et qui est une femme. Donc, c'est possible à un moment donné, si tu veux, par exemple, tous, en fait, quand on grandit, on se dit je suis une fille, je suis un garçon, d'accord? Moi, je me suis jamais dit ça, mais on se le dit inconsciemment, en fait. Et c'est surtout justement quand c'est pas congruent au sexe que tu vas te retrouver avec des personnes qui vont te dire ah oui mais non pas moi en fait il y a erreur sur la personne. Mais
comment cette non-congruence intervient précisément? Parce que moi, par exemple, je me souviens quand j'étais gamin, mes potes adoraient jouer au foot, adoraient se bagarrer, adoraient. Et moi, je jouais à la corde à sauter, je jouais à la marelle avec les filles. Je détestais traîner avec les mecs, je les trouvais brutales, enfin brutaux, pardon. Je les trouvais grégaires dans leur manière de penser. Enfin, ils avaient pas de subtilité. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et je sais pas, ça m'intéressait pas. Mais c'est pas pour ça que je me suis dit, je suis pas un homme. Ou c'est pas pour ça que je Bien me suis sûr, dit, je suis pas un petit garçon. Je me suis bien simplement sûr, dit, je suis un petit garçon différent. oui, bien sûr. Mais c'est justement là toute la différence. C'est ton moi profond. Mais C'est-à-dire du qu'il coup, y a quelle des est la personnes, différence entre ce que je te dis moi et ce que tu nous expliques toi? bah, parce que justement, pour ces personnes, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement apporter une nuance aux stéréotypes, etc. Ce qui est fait aussi, en fait, pendant la construction. Par exemple, un petit garçon FTM, bah, il va peut-être pas Un petit devenir un garçon gros quoi? mec. Un petit garçon quoi? FTM, donc un petit garçon qui a un corps femelle et qui est un garçon, il va pas devenir un homme macho. Il va pas rentrer dans un stéréotype, voilà, de viriliste en disant voilà, je suis un homme masculiniste, Mais tout ce du que coup, tu veux. comment il sait en fait de manière comment il sait de manière certaine, c'est ça hein, moi que je comprends pas, c'est comment de manière certaine un être humain peut savoir qu'il est le contraire de ce que sa biologie, c'est-à-dire son miroir, lui renvoie. C'est son moi profond. Mais c'est quoi son moi Mais, profond? C'est du ressenti, c'est du domaine du ressenti. non, c'est son moi profond. Il est comme ça. Mais C'est c'est une quoi personne qui est comme ça. Mais c'est quoi le moi profond? Parce qu'en psychologie ou même en psychiatrie, ça n'a pas de. Qu'est-ce que tu Alors, pas appelles le en moi profond? psychiatrie, puisque la question n'est plus psychiatrisée depuis environ 40 ans, mais c'est en psychologie, le moi profond, c'est ce dont tu as la certitude d'être. Moi, je suis cisgenre, j'ai la certitude d'être une femme. On Ouais, mais pourra ça me c'est. dire, oui, Pardon, je t'ai coupé. hmm, Vas-y, termine. Pardon. Vas-y, vas-y. on pourra me dire si tu veux, bah, oh mais t'es masculine, voilà, moi j'ai ma veste militaire, je suis assez réputée pour être toujours là-dedans. Voilà, mais non, ça n'empêche que je suis une femme. Donc de la même manière que toi, t'es un homme avec peut-être une sensibilité que tu as développée, notamment contre la violence, par rapport peut-être aussi à d'autres choses, à ton expérience, à ton vécu. Et donc la question du vécu, elle intervient dedans. Et ça, c'est une donnée réelle aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir des enfants à qui on va dire, par exemple, ce qu'on considère être une petite fille, mets-toi en robe, ça va être insupportable. Et Hmm. ça va être véritablement insupportable. Et en fait, l'enfant va avoir véritablement l'impression d'être déguisé, même pas déguisé, c'est-à-dire le déguisement est drôle quelque part. Là, c'est de la torture. Mais tu vois le problème. Donc, Le problème, c'est. il y a une notion de mal-être. Mais Pardon? tu vois. Mais tu vois le problème là que j'ai avec ça, c'est que la robe est une construction de genre. La robe était très portée chez les Spartiates, la robe était très portée, enfin c'est les Kilts, mais chez les Écossais, c'est une construction. Donc comment une construction sociale, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être autre chose qu'incorporé par l'être humain de l'extérieur, comment ça peut devenir une torture? Si je veux dire par rapport au Eh moi ben, parce que profond, c'est-à-dire que c'est une quand torture. tu as 5 ans, 10 ans, eh ben, tu penses pas à ça. Voilà. Simplement, à un moment donné, c'est des personnes qui évoluent exactement dans la même société que toi et à qui, lorsqu'on leur dit, bah, tu vas t'habiller comme ça parce que tu es un petit garçon, tu vas t'habiller comme ça parce que tu es une petite fille, ça va leur paraître insupportable et insurmontable. Et donc, effectivement, le reproche qui est fait beaucoup aux personnes trans, ça va être de considérer les stéréotypes comme étant une expression du genre non construit. Alors, en fait, pas du tout. Par exemple, c'est absolument pas rare, notamment d'avoir des femmes trans qui vont investir certains stéréotypes pour obtenir un certain passing et un vécu en tant que femme, puisque Quoi, un passing, j'aimerais bien qu'on reste sur du français parce que les théories importées des États-Unis, je t'avoue, comme le relativisme, ça me gonfle vraiment. Nous, on n'est pas familiarisé sur cette chaîne avec les termes américains parce qu'on reste français. Et si ça t'ennuie pas, c'est avec beaucoup d'amitié que je te dis ça, mais avec beaucoup de vigueur, parce que vraiment, le passing, le mindsplaining et toutes ces conneries, ça vient des universités américaines et j'aimerais bien qu'on reste en France. oui, mais bon, les universités américaines ne disent pas n'importe quoi non plus. Oui, mais c'est elles qui ont La quand science est même universelle théorisé quelque le part. communautarisme que tu as à bord d'autre part.
Oui, mais parce que je sais faire la distinction à un moment donné entre quelque chose qui est de l'ordre de une observation à un instant donné, à un contexte, et on va y revenir justement aussi au contexte, et à une réalité qui est beaucoup plus universelle, et notamment par rapport à la question trans, mais je vais pas trop développer parce que véritablement c'est pas une question moi que je maîtrise au niveau de tout ce qui est connaissance et savoir qu'il y a autour de cette question-là. Les personnes trans existent dans un nombre incalculable de sociétés. Ce sont des personnes qui existent telles qu'elles sont. Mais là, je pense que c'est un non-débat parce qu'il n'a jamais été question, et je l'ai répété des milliers de fois, il n'a jamais été question pour moi de nier que ces gens existent. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas, le croyant existe, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est toujours cette histoire de moi profond. C'est-à-dire que c'est un peu facile. On a des gens, pareil, je mettrai le lien en vidéo, on a des gens qui nous expliquent aujourd'hui, aux États-Unis toujours, que son moi profond est d'être un reptile. Et le gars a fait, je crois qu'on est à 300 000 € de chirurgie pour devenir un reptile. S'est fait poser des écailles, couper la langue en deux. Où est la différence? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Où est la différence, par exemple? Évidemment, je prends un cas caricatural. Hein. Évidemment que ça va choquer beaucoup de monde. Mais j'essaye de prendre un cas caricatural pour que, en fait, ma vision soit plus saillante. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'est-ce que ce moi profond en fait? Parce qu'il y a des gens qui naissent avec un moi profond, ils vont te dire, moi je suis une araignée. Il y a des gens, ils vont te dire, quelle est la différence en fin de compte? Comment tu es sûr? Par exemple, pour Spinoza, tiens, on va commencer à en parler. Spinoza, aux éditions Synode, pour comprendre le traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire comment savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai par l'entendement selon Spinoza. Je l'ai également en édition complète ici, on voit pas bien. Voilà, en édition complète ici, c'est le deuxième traité. Mais pour ceux qui ont du mal avec les gros livres, eh ben celui-là, des éditions Synode, est en BD et c'est vachement bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit du coup Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement? C'est que pour vérifier que quelque chose existe, lui, en fait, il met deux savoirs. C'est-à-dire que pour lui, il y a le savoir intuitif, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ce qu'on voit a priori, ce que nos sens ressentent. Et puis, il y a l'étude rationnelle de ce qu'on ressent pour vérifier, en fait, tout simplement, que ce qu'on ressent soit ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on touche, c'est froid, c'est chaud, etc., pour qu'on puisse vérifier que ces choses-là sont vraies. Ce moi dont tu parles, c'est quelque chose qui est pour moi, à ce moment-là de la conversation, du ressenti. Comment a-t-il été étudié de manière rationnelle pour qu'on soit sûr que ce moi-là profond existe? Le moi existe, hein, c'est comme ça. Hein. Ah ben non, c'est comme ça, c'est pas un argument, ça c'est un argument d'autorité. Il faut démontrer en quoi il existe. Tu as un moi profond, j'ai un moi profond, j'essaye de développer justement cette idée-là. Et en l'occurrence, par exemple, tu demandes pourquoi, comment on peut savoir, etc. Bon, à un moment donné, on sort les bouquins, alors c'est parti. Donc, moi, j'ai bouquiné rapidement, parce que j'avais pas envie de parler que de ça, j'ai bouquiné rapidement un ouvrage de psychologie. Donc, c'est Psychologie des transsexuels et des transgenres, c'est Françoise Sironi. Et j'ai essayé, alors attends, du coup, parce que j'ai essayé de garder quelques petites citations qui sont assez intéressantes sur comment on peut parler de la question de la transidentité en ayant en fait un positionnement qui est en adéquation avec cette réalité, c'est-à-dire la réalité trans. Donc, comme c'est une psychologue, la psychologie est une science, hein, je veux dire, hein, il y a pas, c'est pas un, c'est une pas, science molle, il faut quand même le rappeler, c'est une science molle, la psychologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'école freudienne est complètement remise en cause. Alors, Oui, mais parce que Freud, c'est de la psychanalyse, Cyril, c'est pas de la psychologie. La psychanalyse, c'est de la psychologie, c'est un domaine de la psychologie. Pas du tout, absolument pas. Bah, la psychanalyse, Freud fait de la psychologie et il fait de la psychanalyse. Tu fais de la psychanalyse avec quoi si c'est pas de la psychologie? Ah bah non, la psychanalyse, c'est un ensemble de comment on pourrait dire ça d'ailleurs? Parce que bon, moi par exemple, tu vois, je suis absolument pas de cette école-là. Hein. Moi, je suis plutôt de la psychologie clinique. Hein. D'accord? C'est plutôt ça qui m'interpelle, moi, dans ma démarche, en l'occurrence. Hein. Je reste éducatrice, mais moi, je suis plutôt tournée vers la psychologie. La psychanalyse, on est sur quelque chose de complètement différent. La psychologie clinique, en l'occurrence, c'est une psychologie qui a tendance plutôt à se mettre à côté de la personne, à l'observer et à tirer des conclusions avec la personne. Et c'est ce qu'elle dit, hein, justement. À partir d'un ressenti, du coup, donc. Pas du tout. À partir en fait, de quoi, elle dit, voilà. Je cite par exemple ce qu'elle explique. Elle dit, il est alors question, en parlant de sa démarche, il est alors question de construction clinico-politique du réel, faite par des cliniciens engagés
parce qu'il refuse de laisser enfermer la problématique des sujets transsexuels et transgenres dans des diagnostics préétablis et inaptes à rendre compte de toute la richesse et la complexité de leur vécu et leur spécificité. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Elle est en train de dire que si on veut parler de cette question-là avec n'importe qui, en l'occurrence, il faut prendre en compte la réalité du vécu de la personne. Alors, moi, par exemple, si tu veux, je vais pas te dire je sais parce que on m'en a déjà parlé, quelqu'un qui est concerné m'en a déjà parlé, donc je sais tout. Justement, je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Mais là, c'est pas ce que dit Socrate. Hein. Socrate ne dit pas qu'il ne sait pas ou que le savoir ne serait pas accessible. Attention, parce que on la sort souvent, cette citation, elle est hors contexte. C'est simplement que Socrate a voulu expliquer, c'est une petite parenthèse, Socrate a voulu expliquer par je sais que je ne sais pas. Socrate a voulu expliquer tout simplement que c'est en mesurant ce qu'on ne sait pas qu'on arrive justement à savoir. Il ne veut pas dire que le savoir n'est pas accessible ou que, enfin voilà, c'est important d'être précis avec ça, parce que je sais qu'on me le sort souvent. Pas dit ça. Non, je n'ai pas parlé de Socrate parce que déjà, je suis en train de parler de psychologie. Tu l'as cité alors sans le savoir. Tu l'as cité sans le savoir. Je sais que je ne sais pas, c'est Socrate. Je sais quand je cite et je sais quand je ne cite pas. T'inquiète pas, Cyril. Je sais que je ne sais pas, c'est Socrate. Mais non, c'est pas lui que je citais, absolument pas. Justement, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une question qui est tellement particulière et c'est vrai. Hein, c'est pas quelque chose qui peut être traité au regard de ce que soi on ressent quelque part. Et comme je t'ai dit, moi je suis cisgenre. Voilà. Mais moi, je suis pas cisgenre, je suis un homme. Alors après, comment toi, tu fais la différence entre cisgenre? On n'a toujours pas compris en fait à ce moment de la vidéo comment en fait une personne peut en arriver à se dire ben voilà, je suis pas dans le. Parce que regarde, je t'explique la manière dont je vois les choses. Je pense que ça va être plus précis si je t'explique moi comment je vois les choses. Quand tu es un embryon, au départ, tu n'as pas de sexe prédéfini. C'est prédéfini au niveau génétique, mais au niveau biologique, on n'a pas encore de différence. Je ne sais plus à quel mois les différences interviennent, mais à partir d'un moment, je le mettrai en fait en haut, là, juste en haut de ma. Voilà. Mais je sais qu'à un moment, ces différences interviennent et ces différences interviennent grâce aux hormones. C'est-à-dire que les hormones ne choisissent pas où est-ce qu'elles se placent. Si les hormones fabriquent un corps d'homme, ils le fabriquent entièrement. Si les hormones fabriquent un corps de femme, ils les fabriquent entièrement. En tout cas, c'est ce que nous apprend la biologie. Donc, pourquoi est-ce que chez les trans, il y aurait quelque chose qui ne serait, qui aurait dysfonctionné dans ce processus, qui ferait que toute leur enveloppe serait homme et femme, et que quelque chose qui siégerait, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, qui siégerait à l'intérieur de leur tête et qui ne serait pas, selon tes mots, le ressenti, leur ferait penser qu'ils sont autre chose, ou leur donnerait la certitude d'être autre chose. Parce qu'ils ne sont pas autre chose, ils sont comme ça. Mais quoi comme ça? Vraiment. Mais c'est quoi ce comme ça? Ils sont. Par exemple, moi, je te disais, je suis cisgenre. Et moi, quelle est ma vision de mon identité sexuelle? Parce que c'est pas parce que, Thierry, ça va être compliqué si tu me coupes à chaque fois. Véritablement. Si on considère cette question-là et qu'on y réfléchit pour soi, on peut s'apercevoir, ça a été mon cas parce que j'ai fait des sciences humaines, etc. Donc j'ai été amenée quelque part à réfléchir à ces questions-là parce que si on n'a pas une réflexion sur soi, on peut pas faire ces études-là, c'est impossible. Donc à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis... alors je me suis pas demandé si j'étais trans, évidemment, parce que sinon je l'aurais su déjà bien avant, je pense. Mais je me suis demandé quelle est mon identité en fait et comment elle est construite. Et le fait d'être cisgenre, c'est quelque chose qui se trouve en majorité dans la société. Il y a plus, évidemment, de cisgenres que de personnes trans. Donc, moi, ma question, à ce moment-là, c'était de me dire comment j'ai construit mon identité. Et en y réfléchissant, je me suis aperçue que je suis effectivement cisgenre, c'est-à-dire que je suis une femme avec un corps femelle, il n'y a pas de non-congruence entre ma biologie… Qu'est-ce que c'est horrible de parler des femmes en tant que femelles? Qu'est-ce que c'est antiféministe? Ça me fait mal aux oreilles. Pas du tout. Désolé. Pas du tout. Tu peux pas appeler la biologie et ne pas supporter un terme biologique. C'est pas un terme biologique parce qu'on n'est pas que un corps. On n'est pas que un corps. On est un corps. Non, justement, on n'est pas que un corps. Maintenant, moi, j'essaye d'éviter les arguments d'autorité puisque tu n'aimes pas ça. J'apprécierais fondamentalement que tu évites de me prêter des intentions antiféministes alors que je le suis depuis mes 15 ans. Non, mais ça, c'est du domaine de ton ressenti. Mais parler de femelle et de mâle, c'est des mots qui font mal à un féministe universaliste, si tu veux.
Voilà, on va préciser parce qu'il y a plusieurs féminismes aussi. Hein. Il y a le féminisme relativiste, et il y a le féminisme LGBT, il y a le féminisme pro-choix, il y a le féminisme de première, deuxième et troisième génération, et puis il y a le féminisme universaliste. Et le féministe universaliste que je suis a mal aux oreilles quand il écoute mâle et femelle. Est-ce qu'on ne serait, Oui, bon, serait pas au-dessus de l'animal? Si je veux expliquer, à un moment donné, je veux bien utiliser les termes. Si tu veux, je peux dire que j'ai un vagin. Mais enfin, à un moment donné, c'est un peu compliqué aussi, quelque part. Non, mais utilise les termes que tu veux, mais j'ai le droit de dire que ça me fait mal aux oreilles. Moi, en l'occurrence, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que je suis en adéquation avec la société, quelque part. Et l'idée qu'a la société de ce qu'est le genre. Donc, le genre est relatif à la biologie, etc. Ce qui est le cas dans la grande majorité des cas, hein, des situations. Et les personnes trans ne remettent absolument pas ça en cause, mais absolument pas. Et ce sont des personnes qui ne remettent pas en cause leur biologie. Elles sont tout à fait… ah bah si, puisqu'elles demandent des hormones à vie. Pas du tout. Ah bah non. On en parlera après alors. Non, ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent qu'elles ont un appareil génital qui est tel qu'il est. Hein, et j'ai pas envie non plus, voilà, d'évoquer cette question parce qu'il y a une espèce de fétichisation des corps trans qui est quand même assez compliquée. Voilà, moi je sais pas à qui je m'adresse non plus parfois, donc je préfère laisser ça à quelqu'un de concerné. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont nier leur biologie. C'est des personnes qui connaissent leur biologie, savent très bien quelle est leur biologie. Maintenant, effectivement, pourquoi, par exemple, tu parles des hormones? Pourquoi prendre des hormones? Eh bien, c'est pour le fait, justement, d'avoir, en termes de représentation sociale, la place qui est la leur. Voilà. Moi, à mon sens, c'est la place qui est la leur. Donc, ça veut dire que la place qui est la leur, ils ne l'ont pas dès leur naissance et il faudrait que la science vienne réparer une erreur. Alors, ça dépendra des gens, une erreur divine, une erreur biologique, une erreur du créateur selon les croyances. Mais dans ce cas-là, la science viendrait réparer quelque chose et en plus, c'est quelque chose de récent puisque c'est quelque chose qui aurait été impossible il y a seulement 100 ans. La science viendrait réparer par les hormones quelque chose qu'ils ressentent sur un moi profond dont je rappelle qu'on n'a pas réussi à démontrer que c'est autre chose que du ressenti. C'est toujours pas du ressenti, mais ça n'est pas ça. J'ai bien compris que pour toi, ça n'est pas ça. Mais tu n'as toujours pas réussi à nous montrer qu'est-ce que c'est précisément. Déjà parce que j'arrive pas à l'expliquer et que ça prend un peu plus de temps qu'une phrase. Alors, je te laisse faire. Alors, je te laisse faire, s'il te plaît. La construction du genre, et du coup, on va parler un peu de Judith Butler. Parce que, bon, c'est une philosophe, hein, mais je trouve que sa réflexion… pour être précis. Oui, et sa réflexion est hyper intéressante. Donc, Judith Butler, clairement, elle se considère non-binaire aujourd'hui, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Alors, par exemple, elle dit « Lorsque les théoriciennes féministes affirment que le genre est l'interprétation culturelle du sexe et que le genre est culturellement construit, on peut se demander comment se fait cette construction et quel en est les mécanismes. Si le genre est construit, pourrait-il être construit autrement? Ça, c'est déjà une grande question. On n'est pas un homme, une question d'un pays à un autre, une culture à une autre, voilà. Ou son caractère construit implique-t-il une forme de déterminisme social qui exclut la capacité d'agir et la possibilité de toute transformation? Moi, je trouve qu'elle pose une question qui est essentielle. Est-ce que… Vas-y, pardon. Est-ce qu'à un moment donné, le genre tel qu'il est vécu, et moi la première, je veux dire, j'ai eu 10 ans un jour, hein, je veux dire, quand j'étais enfant, je me suis pas posé cette question puisque ça ne me concernait pas. J'étais une fille qui faisait du foot, bon, mais ça ne me concernait pas. Je me suis jamais dit à aucun moment que j'étais un petit garçon, voilà. C'est pas des questions qui m'ont traversée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est trans, c'est des questions qui va traverser cette personne toute sa vie. Toute sa vie, c'est une idée qui est là. Je suis parce qu'on me dit que je suis. Et nous, on l'assène en disant, bah si, tu l'es parce que ton sexe est comme ça. Et moi, je dis non. Et je dis non pourquoi? Je dis non parce que, par exemple, en ce moment, à l'heure actuelle en France, on est en train de débattre sur les questions de l'intersexuation. Est-ce que je l'ai bien dit? D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes voilées qui revendiquent le voile justement avec ces arguments-là. Dans la communauté LGBT, il y a de plus en plus de femmes voilées, justement parce que vous avez la même argumentation.
Est-ce que je peux t'interrompre et parler de ce qu'on... Alors, je veux juste parler des personnes intersexuées parce que c'est important. Vas-y. On s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui sont nés avec un appareil génital qui permettait pas de cocher la fameuse case. Hein, On parle des hermaphrodites, on parle de quoi? Alors, on dit pas hermaphrodite, on dit intersexué maintenant. Donc, du ouais, coup, enfin, moi, j'aime pas trop les mots à la mode. Hein. Hermaphrodite, c'est un terme médical. C'est un médical. terme médical. On dit plus hermaphrodite depuis 20 ans ou 30 ans, je crois. C'est un terme qui, du coup, est passé dans le langage courant, mais en réalité, le terme médical, c'est intersexué. Donc, les personnes intersexuées, lorsqu'elles naissent, il faut cocher la case. Il faut dire c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Et donc, là, le corps médical est en train de s'interroger parce qu'il s'est passé des drames terribles. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a un médecin qui a dit « Ah, bon, bah là, vu ce qui se passe, le plus simple, ça va être d'en faire un petit garçon ou une petite fille. » Et boum, il s'est trompé. Alors que visuellement, et il s'est dit, bah, peut-être, voilà, les hormones ont fait que ça s'est développé de telle façon, et que donc, du coup, bah, c'est fatalement vers cette identité-là que l'enfant va se développer. Et il s'est avéré que ça a été par la suite, des erreurs monumentales pour certaines personnes qui, d'ailleurs, parfois ne savaient même pas qu'elles avaient été opérées et à qui, lorsqu'on leur dit mais non, mais en fait, c'est parce que tu étais intersexué et donc tu as été opéré, disent bah oui, mais en fait, vous vous êtes trompé, vous êtes trompé de genre. Parce qu'en fait, le genre, c'est effectivement quelque chose qui se construit aussi et qui passe à travers le vécu et le moi profond. C'est-à-dire la certitude de ce que l'on est. Toi, tu es certain de certaines choses sur toi, c'est ça ton moi profond. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. On s'auto-détermine. Alors, je vais répondre à toutes les questions. Donc, tu as commencé par parler du déconstructivisme de Judith Butler, qui est bien connu, et qui nous explique qu'effectivement, le genre serait construction sociale. Alors, je ne sais pas jusqu'où elle va dans son livre. Pour moi, le genre est en partie construction sociale, mais il est en partie biologique également. Donc ça, c'était un point que je souhaitais éclaircir. Je voulais aussi parler également de cette argumentation des femmes voilées qui ont exactement la même argumentation que la communauté LGBT, c'est puisque le genre n'est que construction, de quel droit je n'aurais pas le droit, moi, de construire culturellement le genre à mon aise? Donc ça, vous avez la même argumentation là-dessus. Et le dernier point, qui est plutôt une question et qui du coup va relancer le débat, c'est que, en fait, c'est deux questions. C'est toujours ce moi profond, je sais toujours pas ce que c'est, je sais toujours pas si c'est une petite voix qui me parle, si c'est un inconnu, je sais pas ce que c'est ce moi profond. Moi, je l'ai jamais eu. De deux, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que Or, le cas vraiment très spécifique dont tu as parlé, où effectivement il y a peut-être des problèmes hormonaux et où on a une personne qui se développe avec deux sexes, ou comme ça peut arriver parfois, il manque un bras. C'est-à-dire que là, on est dans la réparation, et dans la réparation, il peut arriver qu'on fasse des erreurs médicales. Mais voilà, je mets ça sur le coup de l'erreur médicale. Mais si on parle de ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de problème avec leur corps, en tout cas dans sa construction logique du corps, il y a simplement quelque chose entre ici et le corps qui n'irait pas pour ces gens-là. Je ne comprends pas comment le corps pourrait tout entier ne pas avoir fait d'erreur, c'est-à-dire que j'ai la musculature qui est beaucoup plus importante, comme c'est le cas majoritairement chez les hommes, j'ai la barbe qui pousse ici, comme c'est le cas chez pratiquement tous les hommes, on peut même dire tous les hommes, parfois c'est clairsemé, mais en tout cas chez tous les hommes. J'ai également les organes sexués d'un homme, puisque je n'aime pas dire d'un mâle, je suis pas un lion. Donc j'ai les organes sexués d'un homme, j'ai également tout ce qui constitue au niveau biologique un homme, c'est-à-dire le taux d'hormones que réclame le fait d'être un homme, c'est-à-dire la métastase hormonale que réclame le fait d'être un homme. J'ai tout ça. Et tout ça construit également mon cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, mon problème à moi, c'est que effectivement, je suis prêt à reconnaître, et c'est même ce que j'explique depuis plus de 10 ans, je crois, que la sexualité, enfin l'expression de genre est en partie construction sociale et culturelle, et ça je le nie pas, et je cherche même à déconstruire ce qui est social et culturel pour que les hommes et les femmes ne soient pas assignés justement à des stéréotypes de genre trop rigides et qui les enferment et qui les empêchent d'être eux-mêmes. Ceci dit, on ne peut pas non plus affirmer que le genre n'est que construction, ex nihilo, et le corps
complètement déraciné du corps. C'est-à-dire que la construction de genre serait ex nihilo, c'est-à-dire que ça sort de nulle part et toute la métastase hormonale n'aurait aucune influence sur le cerveau. Il y aurait quelque chose de, je sais pas, métaphysique qu'on appellerait le moi et qui te dirait je suis un homme. Et bien, le problème, c'est que comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure, on peut faire des erreurs comme ça d'appréciation. Donc déjà, pour moi, on est là dans le ressenti, c'est-à-dire ce que Spinoza appellerait le savoir intuitif, puisque c'est quelque chose qui n'est pas rationnellement définissable, palpable ou reproductible, ou même calculable ou quantifiable. Donc, c'est de l'intuitif. Donc déjà, comment on fait pour savoir que cet intuitif est réel et qu'il ne résulte pas d'une névrose, comme ça pourrait être le cas pour d'autres choses. C'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui est phobique, qui a peur de, je sais pas, qui a peur de, quelqu'un qui a peur d'aller dans un avion. Voilà, quelqu'un qui a peur d'aller dans un avion. Ça arrive très souvent, c'est une phobie assez fréquente. Les gens ont peur d'aller dans un avion. On sait que ces personnes-là, c'est tout simplement parce qu'ils ont une dichotomie entre la réalité factuelle et les pensées qu'il y a dans leur tête par rapport à cette réalité. Par exemple, les thérapies cognitives et comportementales que tu dois bien connaître consistent à justement réinsérer du réel dans des pensées qui sont défaillantes, dans des pensées qui sont qui sont hors de la réalité et qui s'affranchissent de la réalité. Comment on sait pour les personnes trans qu'on n'est pas dans cette configuration-là? Alors, on n'est pas là-dedans puisque le fait d'être transgenre est désormais n'est plus psychiatrisé, il faut le savoir. Ce n'est pas. Mais ça, le fait que ce soit plus psychiatrisé, je veux dire, si demain tu arrêtes de psychiatriser la phobie, aujourd'hui, par exemple, on pourrait arrêter de psychiatriser des choses. Aujourd'hui, par exemple, on psychiatrise les gens dans le DSM-5 que j'ai lu. Aujourd'hui, on psychiatrise un enfant qui est un peu trop turbulent. Pour moi, c'est pas un indicateur. Il faut du rationnel là-dessus. Pour moi, c'est un argument d'autorité. C'est-à-dire, il y a un consensus qui a décidé que, alors ça veut dire que, il y a seulement 20 ans, il y avait un consensus. Attends, il y a seulement 20 ans, il y a un consensus qui nous disait que le réchauffement climatique n'existait pas. Pourtant, ils avaient tort. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment aller dans du rationnel. Là, l'argument d'autorité le consensus dit que ça fonctionne pas. C'en est, parce qu'à un moment donné, on peut pas se permettre. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très important et d'hyper. Comment dire? C'est-à-dire que si tu t'accroches pas à cette idée-là, c'est là où justement tu peux dire un peu n'importe quoi. Dans le sens où, donc déjà, c'est pas psychiatrisé, ce n'est pas une maladie. Point barre, ça s'arrête là. Dire le contraire. Là, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire en gros. C'est comme ça. On refuse c'est comme ça. On habite dans un pays. Je vais terminer là-dessus et à un moment donné, il faut aussi écouter. On habite dans un pays où il y a des principes et le principe d'autorité médicale, c'est un principe d'autorité auquel on doit se plier. Moi, je suis éducatrice. Si demain il y a quelqu'un qui vient me voir et je lui dis pour moi tu es un CAPSI, je le maltraite. D'accord? C'est une maltraitance. Donc, mais en quoi ça nous empêche de faire des expériences de pensée? Il ne s'agit pas là de alors attends, justement, on va y arriver. Ces personnes ne sont pas malades psychiatriques parce qu'elles sont trans. Par contre, ce qu'il faut savoir. Tu réponds pas à ma question. Il faut savoir. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. Je vais terminer et je vais dire ce que j'ai à dire. Ouais, mais tu réponds pas à ma question, c'est dommage. Parce que je répondrai ensuite. Il y a des postulats qui doivent être pris en considération. Il y a des personnes qui connaissent pas cette question-là. Donc, moi, j'essaye de faire en sorte. Oui, ça fait partie de la réponse. Okay. J'essaye de faire en sorte que le propos que je vais tenir ne soit pas fait pour être un propos polémique. Je suis pas porte-parole non plus, mais à un moment donné, il y a des choses et des réalités qui ne sont pas les miennes, qui sont une réalité qui ne m'appartient pas, et qu'à un moment donné, c'est pas parce que ça ne m'appartient pas que c'est pas vrai. Oui, donc, mais il faut quand même répondre à mes questions. Ça s'appelle le débat. Donc, oui, et ça ira après. Donc, moi, si tu veux, ces personnes-là, on part du principe, d'accord, qu'elles ne sont pas malades. Par contre, il y a une donnée hyper importante, notamment dans la prise en charge du fait d'être transgenre. On demande aux personnes, si vous ne pouviez pas laisser votre genre s'exprimer tel qu'il est, comment vous sentiriez-vous? Et il y a une donnée de souffrance. Et ça, la donnée de souffrance, c'est aussi souffrance dans la phobie également. Je veux dire, en quoi c'est un fait? Excuse-moi, on ne peut pas tout comparer non plus. Tu veux qu'on parle de ça? Moi, je ne voulais pas tellement, mais on ne peut pas tout comparer. Tu ne peux pas dire, par exemple, une personne trans, elle n'est pas que trans, elle peut être aussi phobique. Si tu dis à une personne trans, ah oui, mais attends, c'est comme la phobie, en fait, tu vas venir nier le fait qu'elle puisse être et phobique et trans. Tu vois ce que je veux dire? Absolument pas. C'est simplement. Ben voilà. Ben non, absolument pas. Là où c'est compliqué. Ben non, je vois pas en quoi. Attends, là, tu m'accuses, il faut que je réponde. Je vois pas en quoi le fait de comparer
quelque chose qui serait une maladie et qui n'est absolument rien, enfin je veux dire être phobique, on est tous des phobies. Il y a les arachnophobes, je crois que c'est quelque chose comme 80% de la population. Donc je suis en train d'insulter personne là. Je suis simplement en train de faire une comparaison et d'expliquer que le phobique est quelqu'un qui a une dichotomie, qui a une névrose entre ce qu'il a dans sa tête et la réalité en fait de comment dire du danger qu'il perçoit. C'est-à-dire que le danger qu'il perçoit est beaucoup plus important que le danger réel. Donc ça veut dire qu'on a un problème entre la perception et la réalité. Donc je demande une question très simple, comment on sait que dans le cas trans, on n'est pas dans cette configuration, c'est-à-dire une personne qui a des idées inappropriées par rapport à la réalité? C'est tout simple la question que je pose. C'est voilà, comment on sait qu'on n'est pas dans cette configuration-là? Puisque elle existe. Parce que avant d'être des personnes trans, ce sont des gens qui vivent, qui ont des expériences autres qu'être trans, qui travaillent, qui échangent avec des gens, qui ont des débats aussi, qui voilà, qui savent faire la distinction entre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par rapport à leur identité de genre et leur réalité sociale qui n'est pas que celle du genre. Donc okay, effectivement, donc j'aurais pas de réponse sur ce sujet-là. Ok, oh, bon, on va avancer. À un moment donné, moi je te demande pas de me prouver par A plus B que dans ta tête, moi, à un moment donné, quand tu me parles de tes hormones, j'ai envie de te dire, ok, très bien, moi aussi, je suis baignée d'hormones, mais je parle pas avec elles. Non, tu parles pas avec elles, mais c'est tes hormones qui te donnent une réalité biologique et une réalité aussi physiologique qui va jusqu'à dans le cerveau. Donc, comment cette métastase hormonale pourrait avoir oublié le cerveau? C'est ça, le moi profond, c'est-à-dire que c'est exactement comme les indigénistes, c'est-à-dire le moi profond. Je me sens racisé et il n'y a pas à en discuter. Et demain, ils nous diront pareil que toi, c'est-à-dire la loi ne le discute plus. Je suis racisé, point. Et j'ai pas à l'expliquer. Ben moi je suis désolé, mais en tant que je suis pas philosophe, mais j'ai une démarche qui est plutôt philosophique et d'ailleurs mon texte était philosophique. Moi, ce que je fais, c'est questionner ce qui est entendu pour tout le monde, et je questionne cela comme quelque chose d'entendu pour tout le monde, puisque le relativisme est quelque chose qui est un problème pour moi. Mais parce que je pense que tu te sens menacé quelque part par ces personnes, alors qu'en réalité, elles ne te menacent pas, elles veulent juste vivre. Mais menacé par quoi? Je me sentirais menacé par quoi? En pas. quoi elles seraient La façon dont tu me poses les choses, déjà, cette espèce de volonté. Moi, je suis désolée, mon voisin, ce qu'il aime pas, etc., ce qu'il est, ce qu'il est pas, je lui demande pas de me le prouver par A plus B, de me faire un cariotype, de m'expliquer comment ça se passe. C'est le sujet du débat. On est des êtres. Non, c'est pas le sujet du débat. C'est un faux sujet. Ah bah si. Parce qu'on est des êtres sociaux. Avant d'être des êtres, on est des êtres biologiques aussi, parce que la biologie intervient. On est des êtres biologiques avant d'être des êtres sociaux. Oui, mais on est surtout des êtres sociaux. Tout ce que tu es, c'est en rien. Ça, c'est un argument d'autorité. Non, on ne sera pas d'accord, Cyril. On sera absolument alors, on va avancer, changer de sujet. On ne saura pas ce qu'est ce moi profond et on ne saura pas, en fait, comment on sait que ce que ressent la personne est autre chose que du ressenti. Moi, je suis pas convaincu, mais on peut avancer. Il n'y a pas de problème. On peut passer à un autre sujet. Après, moi, je t'ai déjà expliqué du coup en off que je ne voulais pas parler de ces questions-là parce que c'est pas à moi de le faire. Je pense que c'est vraiment aux personnes concernées. Les concernés ne veulent pas. Il y en avait plein sur ton profil, ils veulent pas discuter avec moi. Bah pour l'instant, ils veulent pas. Et je te dis franchement, sincèrement, moi-même, je suis pas très à l'aise là avec ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'elles, véritablement, vont pas se sentir très à l'aise non plus. D'accord, je vois pas où est le problème, mais du coup, ne pas discuter. Après, peut-être en voyant le problème, tu pourrais avoir une discussion avec eux. Mais est-ce que le fait de ne pas vouloir débattre avec quelqu'un, puisque tu parles beaucoup des lois et il y a certaines personnes qui ont voulu débattre avec moi en l'occurrence. Attends, je vais juste essayer de finir ma phrase. Je vais juste essayer de finir ma phrase. Je vais juste essayer de finir ma phrase. Est-ce que le fait de ne pas discuter avec moi n'est pas, puisque tu parles de lois et de choses comme ça, est-ce que ce n'est pas tout simplement un déni de démocratie? Non. Bah moi, je pense que si. Je pense que si, parce que refuser de discuter avec quelqu'un, c'est refuser le débat. Sur aucun élément, tu ne sais pas pourquoi ces gens veulent pas parler. Tu ne sais pas. Pourquoi ce serait un déni de démocratie? Parce que tu veux que ce soit ça, c'est pas le cas. Non, parce que c'est toi qui me dis. C'est juste des personnes qui ne se sentent pas disposées. Je ne serais pas assez bien. C'est des personnes qui ne sont pas disposées à discuter de ces questions-là pour l'instant avec toi. Peut-être plus tard, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est voilà. Après, il faut leur demander aussi directement. Moi, je te dis, je suis pas leur porte-parole. C'est des personnes. Si tu veux discuter, ben tu peux essayer, voir. Tu m'as dit qu'elles étaient trop sensibles pour le faire. Tu m'as dit qu'elles étaient trop sensibles. Tu m'as dit qu'elles étaient trop sensibles pour le faire. C'est toi qui me l'as dit. Ah non, pas du tout. J'ai dit que pour l'instant, c'était pas envisageable. Oui, c'est pas envisageable parce que trop sensible. Et pourquoi ce serait pas envisageable de discuter? On peut discuter de tout avec tout le monde. Ça s'appelle la démocratie et le débat d'idées.
Parce qu'à un moment donné, quand on fait tout découler du biologique, c'est juste une façon de dire Je que ne la fais personne pas qu'on tout a en face de découler du nous, biologique, je l'ai expliqué. Pour moi, il y a moitié, alors je ne sais pas le pourcentage, mais ce que je sais par rapport à la littérature que j'ai lue, ce que je sais, c'est que l'homme doit avoir et a un ancrage biologique, hein, puisque ben, le simple reflet sur la caméra montre que nous avons un ancrage biologique, mais je ne nie pas qu'il y a aussi une construction sociale, une construction culturelle et donc une construction humaine. Je dis simplement que c'est les deux, et ce que tu cherches à dire, et c'est ce que dit Judith Butler pour le coup, c'est que le genre serait simplement une expression sociale ex nihilo et complètement déracinée de la biologie, ce que je conteste. Et ce que la alors science non, bah conteste. justement, j'ai tout pour Judith Butler. Là, parce que Judith Butler elle est assez diabolisée quelque part, mais bon, moi je trouve qu'au contraire, elle est très posée en fait. Elle dit D'accord. par exemple, voilà, l'hétérosexualisation du désir nécessite et institue la production d'oppositions binaires et hiérarchiques entre le féminin et le masculin, entendues comme des attributs exprimant le mâle et le femelle. La matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient intelligible exige que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. Voilà, pourquoi on ne sait pas. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe. Et lorsque les pratiques du désir ne découlent ni du sexe ni du genre, découler dans ce contexte consiste en un rapport politique de conséquences nécessaires promulgué par les lois culturelles qui établissent et régulent la forme et le sens que prend la sexualité. Alors attends, excuse-moi parce que du coup ça passe. Alors c'est parce que certaines identités de genre n'arrivent pas à se conformer à ces normes d'intelligibilité culturelle, donc c'est le consensus, qu'elles ne peuvent pas, dans ce cadre normatif, qu'apparaître comme des anomalies du développement et des impossibilités logiques. C'est faux. Donc, C'est faux. donc ce qu'elle vient d'expliquer, si j'ai bien compris le texte, elle nie complètement la biologie et elle va même plus loin. Non, elle ne nie pas la biologie. Elle dit qu'à un moment donné, considérer que l'expression du genre n'est que congruence avec la biologie, c'est une erreur, puisque on peut, par exemple, dans certaines civilisations, tu vas avoir, comme tu disais, les kilts, les robes, etc. C'est pas toujours quelque chose qui est inhérent au féminin. Oui, mais Ça peut ça, c'est être une construction quelque chose. sociale, on est d'accord. Voilà. Donc nous, dans notre société, parce qu'elle parle de notre société, on en vient à nier ces choses-là. C'est-à-dire à nier que, en fait, ce qu'on considère être, d'ailleurs, même sur des siècles, c'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les attributs masculins, on a une période où les hommes portaient des collants, des bas de soie. Oui. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose où, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut considérer que ce sont des choses qui se questionnent, y compris dans la vie, et que ce n'est pas annihiler la civilisation que de considérer que le genre est une construction et qu'il puisse en partie construction. C'est là où est mon problème. En partie construction. Il est en partie. Oui, mais bien sûr. Mais moi, quand je te dis que c'est une construction, c'est parce que je te parle du genre. Après, l'expression d'identité sexuelle, c'est encore quelque chose d'autre. Mais c'est-à-dire que le genre est quelque chose qui relève, si tu veux, on se met en conformité avec des attendus sociaux. D'accord? C'est comme ça. Il y a des études. C'est pas mon style, parce qu'on est tous en lutte, mais il y a une réalité dans les fonctionnements de la société. La question n'est pas de se regarder soi quand on parle de ces choses-là. La question, c'est de savoir comment ça marche et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est à l'œuvre à ce moment-là. Et ce qui est à l'œuvre dans la société, c'est que un petit garçon va avoir tendance à dire, par exemple, un des exemples moi que j'aime bien, c'est l'exemple à l'école. Les petites filles, on leur dit qu'elles ont, quand elles ont des bons résultats, que c'est très bien. Par contre, elles finissent par avoir le plafond de verre quelque part. D'accord? Donc, elles servent à faire fonctionner finalement l'animation de la classe. D'accord? Elles ont un rôle social d'animation, quelque part. Ouais, mais là, tu es en train de. Excuse-moi, je te coupe, mais là, tu es en train de. Non, ça, c'est une histoire de stéréotype. Attends, laisse-moi juste terminer juste ma petite parenthèse. C'est que simplement, là, tu es en train de parler d'un truc qui est super intéressant, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Le simple problème pour moi, et d'ailleurs, je reviens sur le texte que tu as lu de Judith Butler, c'est qu'elle nie en fait l'hétérosexualité. Elle nous explique qu'en fait, l'hétérosexualité n'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'en gros, la construction… C'est absolument pas ce qu'elle dit. Alors, relis le texte parce que moi, je ne l'ai pas compris. Justement, ce qu'elle dit, elle dit l'hétérosexualisation du désir nécessite et institue la production d'oppositions binaires et hiérarchiques. C'est en gros ce qu'on appelle les danses nuptiales. Hein, voilà. Bon, c'est à un moment donné. C'est biologique ça. Donc, oui, on n'est pas que construction sociale, mais à un moment donné, effectivement, on s'attache peut-être à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait de la vie,
hein, c'est-à-dire il faut faire des enfants, bon, pour développer des codes sociaux qui vont dans le sens d'une binarité. Or, il n'y a pas besoin de cette binarité pour faire des enfants. Il n'y a pas besoin de Ah bah si, l'hétérosexualisation du désir. c'est la base de la nature quand Non, même. Et on a il y besoin a d'être besoin, il y a papa et besoin maman d'un pour faire rapport. un enfant. C'est quand même la base. Désolé de le Mais il rappeler. n'y a pas besoin de l'hétérosexualisation. Il y a besoin d'un rapport. Oui, d'un Il n'y a rapport. pas besoin d'être Ah ouais, mais hétéro. faut que ce soit un peu sympa quand même. Faut que ce soit un peu agréable. C'est un peu la base. Sinon, on fait pas des enfants. Pourquoi? Pour moi, ça veut dire qu'en fait, pour toi, ça veut dire qu'en fait, pour toi, un enfant pourrait venir dans l'amour si tu as un rapport sans amour. Ah bah, Waouh, moi, je souhaite pas, on est loin je là. souhaite pas aux gens justement d'avoir des enfants de cette manière-là. C'est extrêmement dur, notamment pour les personnes qui sont homosexuelles. Hein. À un moment donné, quand tu es homosexuel, tu n'as pas envie d'avoir dans ton lit quelqu'un qui est d'un autre sexe que toi. Mais à un moment, On est-ce est qu'il faut d'accord. pas, à un moment, est-ce qu'il faut pas respecter aussi la nature? C'est-à-dire que si tu es homosexuel, c'est dans la nature, on le sait, on le voit. C'est quelque chose qui existe chez plusieurs espèces. L'homosexualité n'est pas à nier. C'est quelque chose qui existe de partout. Mais à un moment, moi, j'ai pas un dauphin mâle qui va avec un autre dauphin mâle me réclamer de faire une GPA ou une PMA pour avoir un bébé dauphin. À un moment, il faut Parce aussi, que il y a des lois l'homosexuel, à un naturelles. moment donné, il Attends, reste je un vais être finir. humain comme Excuse-moi, toi. excuse-moi, faut que tu me Pourquoi laisses tu finir. compares un dauphin? Je peux aussi finir mes propos, donc tu vas me laisser s'il te plaît finir parce que je te laisse finir les tiens. Simplement, donc ça c'est quelque chose que je ne nie pas, mais il faut aussi entendre la biologie. Il y a besoin de papa-maman, il y a besoin d'une binarité justement sexuelle pour pouvoir engendrer un être humain. La nature l'a fait comme ça et on peut pas s'affranchir aussi facilement de cela juste parce que la technique nous en donne les moyens aujourd'hui. C'est un peu facile, c'est-à-dire que C'est pas ce que dit Butler. bah, c'est ce que C'est j'entends. absolument pas ce Bah, qu'elle c'est ce dit. que j'entends moi. Non, ce qu'elle dit, c'est que l'idée qui est justifiée, que la biologie intervient dans la reproduction, va justifier une normalisation de la société. C'est Mais c'est ça qu'elle normal. remet en question. Mais c'est normal. Ben non, Ben, non, pourquoi ce serait pas normal? ce n'est pas C'est-à-dire qu'en fait, parce c'est-à-dire que que comme si tu si, considères, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit l'homosexualité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations, chez toutes les espèces animales, etc., etc. Donc, on est d'accord, l'homosexualité est un fait naturel. tout à fait, D'accord? tout De à la fait. même manière, à mon sens, que parce qu'on trouve des personnes transgenres un peu partout, c'est un fait naturel. Prouvé, pas prouvé, ça, c'est pas mon problème. En attendant, ça se trouve dans tellement de civilisations. Il y a des personnes qui sont capables de se faire Il n'y avait assassiner pas de pour transgenre avant, ça n'était pas techniquement possible. Il faut l'entendre, ça. C'est la si technique, ça se faisait c'est la beaucoup. technique qui a donné ça. Non, Techniquement, on ne ça pouvait se pas faisait donner des beaucoup. hormones à un être et on ne pouvait pas lui faire une C'est opération pas pour les changer de hormones qui sexe. font. Les hormones ne font pas un transgenre, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et alors, dans ce cas-là, si les hormones ne font pas, attends, si dans ce cas-là, les hormones ne font pas un transgenre et si l'opération ne fait pas un transgenre, alors, où est le problème? Où est leur problème, du coup? Ça relève de chaque personne. Chez les transgenres, il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des personnes qui ont été opérées, veulent être opérées ou seront opérées. Le restant ne veulent pas. Ça veut dire que 50% ont quand même une envie et un besoin qui a été éveillé par la technique et par la médecine. Sans ça, ça aurait été impossible. Il y a ne serait-ce qu'un siècle, c'était pas possible. Et alors? Et alors, est-ce que la médecine est là pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire donner de nouvelles possibilités? Comme je te le disais tout à l'heure, il y a un homme qui veut devenir un lézard, qui veut devenir un reptile. Est-ce que c'est le rôle de la médecine, de la technique scientifique, d'aller sur ces choses-là, c'est-à-dire de postuler d'un ressenti d'un moi profond et de donner une réalité à ce ressenti et de dire aux gens, eh bien, écoutez, de manière complètement ex nihilo et complètement déracinée de votre biologie, vous pouvez devenir et être ce que vous voulez. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Bah si, c'est ce qui Ça, se c'est une passe dans 50% représentation. des cas au moins. C'est une représentation de la nature. Mais ce n'est absolument pas ce qui se passe. Bah tu viens de le Par dire, exemple, il y a 50% des cas. qui prennent. Alors, par exemple, il y a aussi des personnes qui prennent seulement les hormones, mais qui ne souhaitent pas être opérées parce que ce sont des opérations qui sont extrêmement lourdes et qui n'ont pas envie, qui vivent ces opérations. C'est un grand débat, hein, qui vivent ces opérations comme une mutilation. Ils ne veulent pas en arriver là, etc. Je les comprends. Donc ça, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre du ressenti. Là, on est sur du ressenti. Moi, je ne veux pas. Oui, mais les hormones, c'est pareil. Les hormones, c'est quelque chose. Ça, ce sont des. Mais non, mais ça, on est d'accord. Là, on est sur du ressenti. Par contre, le fait d'être transgenre n'est pas un ressenti. D'accord, mais du coup, si ces personnes se nomment transgenres, on n'arrive pas bien à comprendre. Toujours, je suis désolé. Alors, si ces personnes sont transgenres et qu'elles n'ont pas besoin d'hormones et qu'elles n'ont pas besoin d'opérations,
entre guillemets, payés par la Sécu en France. C'est quand même un fait important. Ça regarde la collectivité de le savoir, puisqu'on n'est pas du tout dans la réparation d'une maladie, selon moi en tout cas, puisque tu l'as dit toi-même, ce n'est pas une maladie. Bref. Oui, et les associations se battent pour justement retirer cette appellation, puisqu'il y a je crois que c'est affection longue durée, hein, c'est considéré comme une affection de longue durée. C'est des personnes qui vont se battre pour justement que cette appellation soit évacuée, puisque ce n'est pas une maladie, c'est une réalité sociale. Et que donc, si c'est une réalité, la technique et la science n'ont pas à intervenir. C'est-à-dire que je pense que ça pose beaucoup moins de problèmes quand quelqu'un va te dire. Non, attends, excuse-moi. Ça pose beaucoup moins de problèmes quand quelqu'un va te dire que elle a besoin d'une chirurgie pour la poitrine, le nez. J'ai le même discours en tant que féministe. J'ai le même discours et je tiendrai le même discours et je continuerai à tenir le même discours. Ça s'appelle un avis. Quand par exemple la liposuction est remboursée par la sécurité sociale, je m'insurge de la même manière. Je m'insurge de la même manière. Oui, c'est un avis. Par contre, les femmes ne demandent pas, je sais pas, de devenir, je sais pas, quelqu'un se fait refaire son nez, ça ne doit pas être pris en compte par la sécurité sociale ou ces choses-là. Mais bon, c'est un épiphénomène, ça, c'est un épidébat. Mais ce que je voulais dire pour recentrer le débat, c'est tout simplement que s'il n'y a pas besoin d'hormones et s'il n'y a pas besoin d'opération, je veux dire, où est le problème? Ça veut dire que cette personne. Quelle est la différence entre les personnes? Quelle est la différence entre les personnes qui se font faire de la chirurgie esthétique et les personnes qui ont besoin d'être opérées quand elles sont trans? C'est la souffrance. C'est la négation de la biologie pour moi. Et il faut savoir que, et ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'en fait, c'est un débat aussi hyper important. Il y a aussi des gens qui sont revenus en arrière, il faut en parler de cela. Il y a des gens qui sont revenus en arrière. J'en parlerai après, mais d'abord je vais terminer là-dessus, sur la question de la chirurgie et de ce qu'on appelle la transition. La transition, elle peut être hormonale, elle peut être chirurgicale. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi un autre problème en France, c'est que les personnes trans sont prises en charge par des organismes médicaux qui considèrent que les personnes trans doivent non seulement transitionner, il n'y a pas de souci, que les personnes trans doivent non seulement transitionner, mais qu'en plus elles doivent être du coup hétérosexuelles. D'accord? C'est extrêmement grave. C'est un fait extrêmement grave puisqu'on est en train d'enlever leur liberté d'orientation à ces personnes-là. On leur demande de transitionner, mais d'être dans une forme de normativité. C'est un souci. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles veulent avoir accès aux hormones, doivent passer par ce protocole médical qu'elles sont en train en ce moment de remettre en question. Donc, parce qu'elles n'ont pas envie d'être opérées, elles n'ont pas envie forcément toutes et tous, ils n'ont pas envie de passer forcément par la case chirurgicale. C'est quand même assez terrible que aujourd'hui, c'est possible de faire changer ces papiers seulement sur la base du vécu social. Ça n'était pas possible auparavant, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens, effectivement, de passer par la case chirurgicale, même s'ils n'en avaient pas envie, pour pouvoir faire leur papier. Donc, il y a tout un tas de représentations comme ça, où on a l'impression que c'est du désir, on veut être servi, on a envie d'être opéré, c'est pas possible. C'est absolument faux. En réalité, c'est un groupe très hétérogène, où il y a autant de réalités que de personnes. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est là où je dis c'est une question vraiment personnelle et qu'on ne peut pas dire, ce sont des personnes qui fonctionnent comme ça de la même manière où moi, je serais incapable de dire les hommes fonctionnent comme ça parce que ceci, cela. Oui, ça me paraîtrait un peu incongru. Ça, ce que tu dis sur les transgenres, qu'ils fonctionnent tous différemment, c'est un peu, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu une tautologie. Parce que c'est pareil chez les hétéros. C'est-à-dire que la manière dont je vis mon genre, n'est pas la manière dont n'importe quel homme vit son genre. Donc, on a tous une manière de. Donc, le problème, moi, que j'ai avec ça, c'est tout simplement, on en revient à la philosophie, parce qu'au départ, c'était mon sujet à moi, puisque la question transphobe ou la question trans, ou je sais pas comment on dit, parce qu'on s'y perd avec ces mots, mais moi, pour moi, c'est même pas un sujet. C'est-à-dire que ces gens ne me dérangent absolument pas. Et si jamais je voyais quelqu'un de cette communauté, d'ailleurs, j'aime pas le mot communauté, puisque ça se trouve, ils ont la même communauté que la mienne, puisque la seule que je connais, c'est la communauté nationale française. Donc, je les considère comme étant de ma communauté. Mais s'ils ne demandent pas d'hormones, s'ils ne demandent pas d'opération, et s'ils demandent simplement de sortir des stéréotypes de genre, ces gens-là n'ont pas de problème avec moi. Là où j'ai un problème, c'est quand on nie la biologie, quand on nie la réalité et qu'on essaye de la modifier. Là, c'est un problème pour moi. Ben si, parce que si tu veux passer sur le bistouri ou prendre des hormones à vie, tu nies ta biologie, forcément. Non. Ben si tu veux la modifier, c'est que tu la nies. Si tu veux la modifier. Non, c'est aussi une question de pouvoir mieux vivre son genre et sa réalité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te fais appeler une fois sur deux,
Tu te fais mégenrer une fois sur deux, il y a un moment donné, tu vas péter un câble. Donc effectivement, tu prends cette décision qui est très lourde de prendre des hormones parce que c'est pas forcément un protocole Mais qui est pourquoi simple. mégenrer, puisque c'est pas un genre, puisque c'est pas un genre Ah stéréotypé, si, c'est ni un homme ni une femme. Donc tu peux pas te faire mégenrer pas des puisque tu n'es ni un non-binaires, homme ni une femme. non-binaires comme tu l'es en fait. Moi, je suis peut-être un peu plus non-binaire que toi quelque part, ou que même, que certains. Ils sont pas non-binaires, ils sont binaires. Mais Comme toi, tu te dis que t'es ces un trucs-là homme, t'es n'ont un aucune homme. réalité. Ce qui est affolant, c'est que ces trucs-là, en fait, on leur donne des noms, mais ça n'a aucune réalité biologique. Il faut quand même l'entendre. Ça, c'est que de la construction sociale. C'est-à-dire qu'en fait, des philosophes comme Foucault ont tellement déconstruit, ont tellement déraciné l'homme qu'aujourd'hui, il voudrait être ce qu'il veut, c'est-à-dire il voudrait devenir ce qu'il ressent. Je crois que, je Je crois comprends pas. sincèrement, je pense pas me tromper en disant que les personnes trans finissent par s'apprécier à un moment donné quand elles arrivent à avoir un certain équilibre. Mais très sincèrement, je crois que n'importe qui voudrait s'éviter tout ce qu'ils ont à traverser pour être ce qu'ils sont. C'est Et vraiment pas une encore une partie fois, de... on en revient, c'est pas un argument ça, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent et qui voudraient s'éviter des choses et qui pourtant vont le faire pour aller vers un mieux. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, je dis une connerie, Là, tu mon viens de oncle, le tiens, je vais dire, prendre mon oncle. pour aller vers Prendre, un mieux. attends, je vais juste finir. Mon oncle, pour un truc personnel, mon oncle avait une tumeur là dans sa tête, dans son cerveau, et elle était petite. Il pouvait très bien vivre avec toute sa vie, mais ça faisait peser quelque chose, voilà, qui le dérangeait au niveau psychologique. C'était un petit peu gênant. Il a décidé de prendre l'option opératoire et puis il est passé à se faire opérer parce que psychologiquement il souffrait alors que biologiquement les chirurgiens lui avaient assuré qu'il n'y avait aucun problème. Mais lui, il avait comme une épée Damoclès au-dessus de la tête et du coup il s'est dit non mais je vais aller sur l'opération. Donc tu vois, enfin je veux dire cet argument tu peux le prendre c'est pas un argument en fait. Ça c'est de la rhétorique pour moi. C'est pas un argument. C'est-à-dire que c'est une manière par les mots d'essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est encore une fois, si ces personnes-là se sentent pas hétéros, se sentent pas homo, se sentent quelque chose d'autre. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème avec le respect du ressenti de ces personnes. Il n'y a aucun problème même avec le fait de leur donner toute leur place citoyenne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait même pas nous regarder. C'est dans leur culotte, on s'en fout. Mais simplement, moi, Voilà, ben c'est ça la réalité. oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, par rapport aux chirurgies, par rapport à toutes ces choses-là, à un moment donné, ça ne regarde personne. C'est-à-dire que si tu tombes demain sur quelqu'un qui est trans, il va falloir que tu vas en fait naturellement genrer la personne correctement, dire madame ou monsieur ouais, comme mais il ces faut, gens-là etc. nous ont quand même donné des noms. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais un homme et puis on vient de m'apprendre que je suis cisgenre et je suis pas d'accord. Je suis un homme. Invente un mot pour toi si Alors tu attends, veux, mais ne viens il faut pas. que je fasse une pause de Attends, je vais minutes. finir. Non, non, il faut que je fasse une pause de minutes et on y revient. Ouais, mais moi, Juste je si. peux pas. Ouais, tu vas faire une pause, mais je veux juste te dire que moi, je n'accepte pas qu'on me donne un autre nom que celui que je me donne. Je m'auto-définis. Je n'ai pas besoin de que quelqu'un vienne me définir et m'imposer des mots qui viennent d'université américaine pour me dire comment je suis. Ça aussi, il Mais faut tu as le droit de l'entendre. dire que tu es un homme. Hein. Un homme trans ne dit pas je suis un homme trans. Hein. Il dit je suis un Ah, homme, il y a c'est plein tout. de trans qui me refusent ce mot-là, hein. Tu es un ignorant, tu sais pas qui tu es, nanani, nanana. Donc, faut l'entendre, ça aussi, hein. Oui, bref. Et c'est le genre de débat qui peut être très difficile, difficile pour les jeunes à entendre, sincèrement, quoi. Mais ils sont si fragiles, ces gens, qu'on doive, comme ça, on va en arriver comme aux États-Unis à fabriquer des safe space pour que les gens ne soient pas à se pendre à la moindre contre-argumentation. Enfin, on est quand même dans un Je pense pays de que tout débat, on ça, est quand même dans un pays démocratique, on peut quand même frotter oui, des mais idées. Ou est-ce qu'on est bien devenu sûr. si fragile que ça devient impossible? Moi, je suis pas trans. C'est pas à moi de porter ce débat-là. On a parlé Bah, beaucoup, ouais, mais beaucoup bon. de ce que c'était que la transidentité. Moi, j'ai juste dit que je me désolidarisais du propos, pas parce que j'avais envie de prouver que les trans existent. Ils existent, c'est comme ça. Voilà, donc ce que je te propose du coup, bah, c'est d'avancer, hein, puisque je crois qu'on tombera pas d'accord sur ce sujet-là. Donc, je crois que tu avais quelques références à donner à nos spectateurs. Je te laisse le faire du coup. Alors du coup, je vais commencer par Karine Espiniera, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Transidentité, ordre et panique dans le genre. C'est une chercheuse française et du coup, il y a tout un chapitre en fait qui traite de la question de la transidentité dans le contexte français et je pense que ça peut être intéressant justement de s'imprégner de cette vision. C'est une sociologue, hein. Donc D'accord. de cette vision-là. Ensuite, il y a
Arnaud Alessandrin, qui est aussi figure d'autorité sur cette question-là, qui a proposé un ouvrage qui s'appelle Sociologie des transidentités et qui est hyper intéressant aussi. Et alors, je crois que normalement, j'ai dû mettre une petite citation de côté, parce que j'aime bien les citations, parce qu'au moins, on sait à peu près à qui on a affaire. Et non, j'ai rien mis de côté, donc je vous épargne ça. Mais en tout cas, lisez parce que c'est vraiment intéressant. C'est hyper détaillé. Il y a c'est de la recherche aussi. Hein, c'est ça qui est important. C'est pour ça que effectivement, on n'aura pas d'accord parce que pour moi, le fait de séparer les sciences exactes des sciences humaines, ça n'a pas de sens puisque bon, c'est Non, je tiens pas à les pour moi, il n'y séparer, a pas c'est de vrai. déterminisme, donc forcément, c'est compliqué pour moi Il faut que je précise, c'est vrai, on en avait parlé, alors pour nos spectateurs, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais on en avait parlé sur les réseaux sociaux et j'avais effectivement rappelé que les sciences sociales sont des sciences molles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien. Moi-même, j'aime beaucoup la sociologie et je trouve qu'elle est très éclairante et très instructive pour comprendre le fait social. Maintenant, il faut quand même savoir que en plus du fait que la sociologie est une science molle et donc une science inexacte par définition, ce qui ne veut pas dire qu'elle sert à rien, je le répète, mais il faut quand même aussi se dire qu'il y a beaucoup de sociologistes, moi j'appelle ça des sociologistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait tellement de déconstructivisme qu'ils pensent que on peut partir d'un ressenti pour fabriquer une réalité sociale. Et voilà, moi c'est contre ce genre de courant que je m'inscris en faux. bon. Ensuite, il y a un ouvrage d'Éléonore Lépinard, je suppose, et Marilène Hébert. C'est ça, Marilène Hébert. Les théories en études du genre, et je trouve que c'est vachement intéressant ce petit bouquin parce que déjà il est court. C'est un peu un aperçu, alors réactualisé parce que Judith Butler, moi je la trouve extraordinaire dans ce qu'elle a fait parce que c'est juste brillant et elle ne nie rien en fait. La déconstruction n'est pas anéantir une réalité, c'est la regarder petit morceau par petit morceau pour voir comment elle s'agence et je trouve ça brillant. Pour moi, c'est un classique. Je l'étudie depuis que j'ai 18 ans, effectivement, et à chaque fois, je redécouvre encore des choses et c'est juste extraordinaire comme livre. Maintenant, il y a des choses qui sont peut-être un peu passées parce que c'est un ouvrage qui date des années 70, mais c'est une base essentielle pour comprendre ces choses-là. Et je voulais juste terminer sur quelques petites choses. Donc, moi, pourquoi là, je suis un peu embêtée par rapport à la tournure qu'a pris le débat? Tout simplement parce que je suis pas chercheuse. Je ne peux pas prouver, moi, que cette réalité est une réalité. Je l'entends de la bouche de personne et je ne dis pas que je ne suis en train d'incriminer personne quand je dis ça, c'est mon positionnement. Pour moi, il me suffit que 60 000 personnes en France se déclarent être trans pour en faire une réalité. Pour moi, il suffit de savoir que dans une trentaine de sociétés européennes et africaines, les personnes ont des pratiques transgenres en fait, pour savoir Elles que prennent c'est des une réalité. compléments, elles prennent en Alors Afrique. non, par exemple, en l'occurrence, par exemple, bah, c'est pas forcément de cette manière-là. Maintenant, moi, je suis pas là pour dire aux gens, Mais c'est cette manière-là qui. Vas-y. je vais juste terminer là-dessus. Moi, je pars du principe que si l'État considère que on peut payer pour 60 000 personnes, on va dire la moitié éventuellement, parce que c'est 60 000, donc c'est 60 000 qui ont entre 60 et 15 ans. Donc il y a des personnes qui ont transitionné depuis il y a très longtemps et qui coûtent plus rien. D'accord. Et puis il y a des personnes Ah qui si, parce que transitionneront les hormones, jamais. c'est la vie. Ah si, les hormones, Non, c'est la vie. pas Ah si, forcément arrive un ah si, moment c'est la où vie. bah, si tu veux, mais tu peux aussi les arrêter en fait. Il y a des choses qui ne changent pas après l'arrêt des hormones. Donc ça, c'est toujours la même chose. Mais c'est pas moi qui en parlerai parce que je suis pas trans et que je pense que c'est un quotidien qui ne m'appartient pas et je veux pas parler de ça. D'accord. Là où je voulais en venir, par exemple, sur la question des personnes trans dans les autres sociétés, il y a un petit exemple que je trouve très intéressant et qui montre qu'il y a une collaboration entre les genres et la biologie que je trouve très jolie. Alors, c'est Françoise Héritier qui nous manque, qui en a parlé en 2005. Donc, en fait, dans certaines sociétés, il y a des femmes qui sont infertiles. D'accord? Alors, pour leur permettre d'avoir des enfants, il va y avoir un mariage entre deux personnes, qui sont femmes à la base. Femelles, t'aimes pas ce mot, mais c'est comme ça, donc c'est deux femmes. Mais en fait, une des femmes va porter le rôle du mari, mais c'est elle qui va porter l'enfant. Et donc, il y a un homme qui va intervenir dans la procréation, mais pas dans le noyau familial, juste parce qu'il ne faut pas que les femmes infertiles soient abandonnées par la société. C'est la GPA gratuite, quoi.
Non, c'est une solidarité sociale parce que on peut pas calquer nous notre vision des choses sur d'autres sociétés. Ce serait de l'ethnocentrisme, mais ce serait une erreur en fait. C'est pourtant souvent dans ces sociétés qu'on va pour louer des ventres de gens pauvres. Les riches occidentaux vont louer des ventres Alors, tu pauvres. serais assez étonné de savoir que moi je suis pour la GPA, mais je suis aussi pour le fait que Je si suis pas ça étonné du venait. tout. Ça va dans le sens de ce que tu nous dis. Non, parce que en fait, je suis nuancée. Moi, je suis pas pour la GPA dans le sens où, bon, après, il y a des enfants qui sont issus de la GPA et je leur veux aucun mal, évidemment. Ils ont le droit d'exister, ils sont là. Bien Maintenant, je sûr. pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait une vraie réflexion sur cette question-là, puisque effectivement, c'est moi une question sur laquelle je suis pas en accord toujours avec la communauté LGBT, mais en même temps, j'en fais pas tellement partie, donc peut-être que j'ai pas tous les éléments. Effectivement, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au fait qu'il y ait des populations où on va considérer que c'est une façon un peu easy de faire de l'argent et on sait qu'il y a eu des fermes en Inde, etc. Je suis au courant de tout ça. Là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Là, c'est une société où lorsqu'une femme est infertile, elle se marie avec une femme qui devient son mari et qui va porter l'enfant. Et je trouve qu'on est sur, du coup, on balaye comme ça, d'un revers de main, tout ce qui est de l'ordre de qu'est-ce que le genre, est-ce que ça découle du biologique, du pas biologique, etc. Et véritablement, il se passe quelque chose d'assez formidable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut surtout pas abandonner la personne qui ne peut pas avoir d'enfant. Et Ouais, mais là dans où ce je veux en cas-là, on n'est venir, pas dans un changement de genre. On est simplement dans de la solidarité sociale et c'est mignon, non, parce effectivement. que la personne qui va se marier avec elle, qui va devenir son mari, c'est elle qui va porter l'enfant. C'est pas la personne infertile ne devient pas le mari. C'est celle qui porte l'enfant qui devient le mari. Oui, j'ai compris. Mais du coup, on est Donc dans il y a de une la forme de solidarité sécurité. sociale pour des homosexuels. J'ai bien compris. Mais Non, c'est pas des homosexuels. Ce sont pas des homosexuels. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que pour que la femme, c'est c'est ça. au-delà. Non mais Au-dessus, c'est du. non mais c'est extraordinaire. Écoute, enfin sincèrement, t'imagines une société où, alors je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais je trouve que c'est ingénieux. C'est hyper ingénieux d'avoir pensé à faire les choses de cette manière-là. Comment ça se traduit pour la personne? Est-ce que la personne, du coup, elle est quand même stigmatisée? Est-ce que ces couples ont exactement la même place dans la société ou pas? Est-ce qu'elles sont un peu discriminées parce qu'elles sont deux femmes ou deux femmes biologiques ou pas? Je ne sais pas. Mais je trouve que il y a quelque chose de l'ordre de, de l'ingéniosité sociale qui est quand même assez impressionnante. Où, voilà, tu vas avoir la société qui va dire on ne laisse pas tomber une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors, on est d'accord, c'est probablement des choses qui sont assez spécifiques. Ça n'empêche que même si c'est rare, même si c'est pas quelque chose d'élargi, eh ben, c'est quand même très joli. Je trouve que c'est beau. Moi, je Est-ce trouve que que je peux c'est te poser deux petites questions avant la fin du débat? Juste deux petites questions qu'on n'a pas abordées. La beau. première, c'est quid des personnes qui se sont trompées de genre et qui reviennent en arrière? Et quid du fait de laisser à des enfants choisir leur genre alors qu'ils ne sont même pas capables de choisir s'ils peuvent boire de l'alcool ou pas, ou s'ils peuvent voter. On les laisse choisir leur genre alors qu'ils sont tout petits. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ou peut-être nous emmener vers un ouvrage? Alors, moi, je vais surtout proposer aux gens de regarder ce que c'est que l'éducation non genrée, puisque c'est moi l'éducation que je pratique. C'est mon style d'éducation. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste, je pense que tout le monde, on a tous plus ou moins cette façon de faire, en fait. Euh, En ce qui me concerne, en l'occurrence, je le dis, ma fille s'est déterminée toute seule. Elle me dit, Elle je est trop suis une petite. Comment peut-on s'auto-déterminer alors qu'on n'est Alors pas fini de attends, construire? on y arrive, on y arrive. Donc, elle me dit, je suis une fille. Bon, très bien. Moi, effectivement, je t'avoue que si demain elle me dit, bah non, en fait, je suis un garçon, bah je lui dirais, écoute, ok. Et Alors moi, après, mais tu peux pas lui dire non plus, regarde la glace, tu te trompes peut-être. ah non, Non. Non. non, C'est-à-dire qu'un enfant peut pas se tromper. peut-être, mais c'est pas à moi de lui dire. Et D'accord, c'est c'est pas surtout ton pas rôle moi. de parent de Moi, ce que je l'éduquer veux, par et exemple, en l'occurrence, attends, pas ton je rôle de termine. parent de lui dire quand elle se trompe. En l'occurrence, si ma fille me dit, elle me dit, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des discussions, parce qu'on parle beaucoup avec Et ma si ta fille. fille te dit je suis un papillon, Bah, pourquoi pas, si elle a envie d'être un papillon, c'est qu'elle est en train de jouer. et pourquoi elle serait pas en train de jouer si elle te dit je suis un garçon? Bah, peut-être. Donc pourquoi je l'embêterais? Mais pourquoi surtout tu en tiendrais une conclusion politique ou une conclusion Ah non, j'en sur dirais rien son du tout. genre? Ah non, justement, c'est ça l'éducation non genrée. Je n'ai aucune conclusion sur sur ce qui la traverse. C'est-à-dire que si, Ça veut dire que sa biologie n'est pas un indicateur pour toi.
Bah, c'est ma fille quand même. Mais Oui, mais c'est ta fille. Mais du coup, la biologie n'est pas un mon enfant. indicateur. Pour toi, quand le chirurgien t'a montré ta fille, t'as pas, enfin, ta fille, oui, pour moi, c'est une fille. Pas le chirurgien, l'obstétricien t'a montré ton enfant, tu ne t'es pas dit, ah, chouette, j'ai une fille. Ou Je à me suis l'écho, dit, on t'a pas dit, ah, c'est un garçon. La première chose que j'ai dit, c'est elle est trop belle. Donc, Elle est oui. trop belle. Elle est Ah trop oui. belle. Bah oui. Bah Donc oui. forcément. Donc Mais la à un moment biologie donné, intervient. À un moment, la biologie, bien quand même. entendu, je n'ai jamais dit que la biologie, personne ne dit que la biologie n'intervient pas. Je dis juste qu'à un moment donné, je suis ouverte au fait que peut-être, potentiellement, dans son parcours de vie, eh ben, à un moment donné, elle peut me dire, ben, en fait, ce qui est en train de se produire dans le rôle social qu'on m'assigne, ça va pas du tout, c'est pas du tout moi. Ouais. Mais ça, il y en a plein de gens, il y en a plein de gens qui font ça. Moi, j'ai fait ça et ça m'a pas empêché. Enfin, comme je te l'ai dit, je répète, j'ai joué à la corde à sauter et à la marelle. Ça m'a pas empêché de mettre des trempes à ceux qui me prenaient la tête en cours de récré. Mais ça, on a tous à lutter avec ça. Et en plus, c'est des normes, des normativités, comme tu dis, et tu as raison, des normativités culturelles et des normativités qui sont en plus temporelles, parce que ça change selon les civilisations et les époques. Et ces choses-là, on les construit et les déconstruit tous. On a tous à faire et à lutter avec ça. Mais de là à nier, moi, c'est là où je ne vais pas. C'est le saut que je ne fais pas, c'est nier sa biologie. Je ne nie pas la biologie de mon enfant. Mon enfant choisit ce qu'elle veut porter, choisit ce qu'elle veut, Ah comme bah n'importe ça, quel oui. enfant, en fait. Voilà. Elle choisit ce qu'elle veut porter. Après, moi, je demeure consciente, si tu veux, qu'à un moment donné, j'estime que c'est important de considérer que si il s'avérait qu'elle avait une construction du genre qui sorte de la norme, je suis en capacité de l'accueillir aussi. Bien sûr, je C'est comprends. tout. Je C'est comprends. juste ça. C'est après, comme j'aime Mais il le faudrait dire, pas c'est l'induire pas en parce qu'on erreur donne non une plus. éducation non genrée qu'on n'a pas un enfant cisgenre. J'aime pas, je sais que t'aimes pas ce mot, mais ça n'empêche pas d'avoir un enfant cisgenre. Et si mon enfant est cisgenre, je l'aimerais tout autant. Je ne suis pas dans la fétichisation de la transidentité. Tout ce que je dis, c'est que pour moi, le genre étant pour une grande partie, une construction sociale. Il me semble important de lui transmettre aussi cette réalité et je suis très heureuse d'avoir des discussions avec mon enfant qui me dit, eh ben, les garçons, des fois, ils m'empêchent de jouer au foot, et ben, ça m'énerve, et ben, je le fais quand même parce que c'est pas parce que je suis une fille que je vais pas le faire. Et ben, Non, je mais ça, c'est pense que d'accord, mais qu'on peut avoir avec entre dire mon je ne peux enfant, pas jouer au foot et dire maman, je crois bien que dans ma tête, en il y a vérité, je tout devrais un avoir un fossé. pénis, c'est quand même pas Bien sûr, tout à fait la il y même a chose. il y a tout un fossé, et c'est là où c'est des choses très différentes. Maintenant, effectivement, moi, l'éducation non genrée que j'accorde à ma fille, c'est une éducation non genrée qui n'a pas, parce que souvent on a cette espèce d'idée qu'on voudrait en faire des non-binaires, ou que l'idée c'est de les formater à une C'est le cas, non-binarité. c'est le cas, Non, c'est ce pas que du je tout. pense. Non, je C'est ce pense que je pas. pense. Mais si je peux t'expliquer pourquoi je pense ça, je vais te l'expliquer. On sait très bien le poids éducatif et le poids du conditionnement qu'est l'éducation d'un parent sur son enfant. Et on sait très bien que si de temps en temps, par des petites questions, par des petites, tu lui transmets un petit peu de, t'es sûr que t'es pas un garçon, t'es sûr que t'es pas, tu Ah vois, par des non, petits gestes, bah, non, c'est ça l'éducation non genrée. non, C'est-à-dire qu'en gros, ton absolument genre, pas. la biologie n'est pas importante. Sache, ma fille, que même si tu as un corps de fille, peut-être que tu es un garçon, ou peut-être Pas un du tout. nénuphar. Tu vois, Pas du tout. c'est ça qui est C'est bizarre, je trouve. absolument pas ça. Par exemple, tu parles de Judith Butler en disant que c'est une déconstructiviste, ce qui est le cas. Moi, en l'occurrence, ce que j'essaye de faire, c'est de dire à ma fille, c'est pas parce que tu es une fille que les stéréotypes du genre auquel tu es soumis sont ton identité profonde. Tu peux être Et une fille puis, en étant une fille différente des stéréotypes. C'est tout. mais ça, Maintenant, je suis si d'accord. demain, Mais ça, je encore suis une fois, d'accord si avec ça. demain, voilà, mais bien sûr, je sais qu'on est d'accord là-dessus. Par contre, là où je vais plus loin, c'est qu'effectivement, si demain elle me dit, écoute, j'ai pas le genre congruent à mon sexe, bon, alors, c'est quand même particulier comme annonce. Bon, déjà, je pense que je sais pas ce que je ferais. Très sincèrement, je ne sais pas. Je pense que je ferais rien quelque part parce qu'elle est petite. Donc, comme tu disais, il y a des personnes qui ont changé aussi, qui ont détransitionné, qui ont changé d'avis, qui sont finalement non-binaires, qui n'ont pas fait de transition hormonale, qui se sont déclarées trans avant de se dire non, en fait, je suis non-binaire. Parce que Mais le tu vois, genre on a est flou. l'impression, parce que tu viens de dire, que ce sont des gens qui sont quand même bien perdus. Et est-ce qu'on les a pas tellement déconstruits? Attends, je vais finir. Est-ce qu'on les a pas tellement déconstruits? Est-ce qu'on n'a pas tellement, dans notre société, déconstruit les choses qu'on en arrive à déconstruire la biologie et à faire qu'on a des gens qui se retrouvent Non, complètement paumés? ils sont pas perdus. Ils expérimentent. Ils Ouais. expérimentent. Parce que la vie n'est faite que d'expérimentation. Par exemple, un truc tout simple, ton CV,
c'est toutes tes expériences professionnelles. Est-ce que tu t'es perdu parce qu'à un moment donné est intervenu, je sais pas moi, du chômage, du machin? Non, ça te déconstruit pas. Au contraire, ça te renforce quelque part. Donc, les personnes qui sont comme ça dans un cheminement au niveau du genre ne sont pas perdues. Elles ne sont pas non plus en recherche d'elles-mêmes. Elles trouvent dans une expression de genre qui elles sont à un moment donné et voire parfois elles trouvent qui elles seront jusqu'à la fin de leur jour. C'est ça qui se passe. Elles ne sont pas perdues. Ce n'est pas être perdu que d'avoir un genre qui est un peu Bon, différent. on sera pas d'accord là-dessus, ouais, mais je peux m'entendre sur un désaccord cordial. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait une lourde et grande vidéo. Si tu as d'autres ouvrages dont tu souhaites nous parler, eh bien, je te laisse le faire. Et si tu as un mot de la fin également, je te laisse le faire tranquillement et puis nous donner un petit peu ton sentiment en conclusion de tout ça. Alors, je vais juste citer un dernier ouvrage qui est aussi pour moi essentiel. C'est, où est-ce que je l'ai mis? C'est de l'angoisse à la méthode, et j'arrive jamais à prononcer son nom, de Georges Devreux, quelque chose comme ça, que je trouve extrêmement intéressant parce que lorsque on regarde quelque chose, on regarde un objet, on regarde une situation qu'on connaît pas, parfois on peut se sentir un petit peu, c'est naturel en fait, c'est un petit peu, ça peut paraître un peu compliqué et je trouve que cet ouvrage met vraiment l'accent sur qu'est-ce que c'est que d'observer et qu'est-ce qui se joue en nous quand on observe et qu'on interagit avec quelque chose qui relève de l'altérité. Je trouve que c'est un excellent ouvrage sur justement comment on peut regarder des gens qui ne nous ressemblent pas et accepter qu'ils ne sont pas comme nous et que c'est pas grave et que même si ils ont l'air de pas être comme nous, en fait on n'est pas si différents. Et voilà, moi je pense sincèrement que j'ai énormément de points communs avec les personnes transgenres, que je me suis construite exactement de la même manière qu'eux. J'ai juste mon genre qui est congruent à mon sexe biologique et pas eux. D'accord. Je vais arriver moi-même à ma propre conclusion. Donc, c'est que pour moi, tout simplement, on est dans le déconstructivisme poussé à son paroxysme. On a des gens qui sont déracinés à tel point qu'ils ne prennent même plus racine dans leur biologie. Ils en arrivent à la nier, même si j'ai compris tu n'es pas d'accord. Mais c'est en tout cas comme ça que je le vois. Moi, j'ai pas d'ouvrage forcément particulier à recommander, si ce n'est pour ceux qui vont me parler de relativité de la réalité et qui mettent ça en rapport avec les deux théories de la relativité d'Einstein, lisez ça. Ça vous permettra de vous rendre compte à quel point vous vous trompez, parce que la relativité d'Einstein ne postule pas que la réalité en tant que telle soit relative, puisque c'était quand même mon angle de départ. Et je vous propose également, comme je l'ai fait tout à l'heure, de lire le traité de l'entendement de Spinoza, ce qui permet de faire une distinction entre ce qui relève du savoir intuitif et de l'intuition et du ressenti, et ce qui est du domaine du factuel, du rationnel, de l'étude. Spinoza explique très bien dans cet ouvrage comment on peut faire la différence entre les deux et surtout comment on peut parfois avoir un savoir intuitif qui est effectivement vrai, mais comment parfois ce savoir intuitif peut se tromper il paraît important de le vérifier et toute la méthode qui est dans ce traité donne une méthode pour pouvoir justement étudier cela. Voilà. Écoute, je te remercie pour avoir eu ce débat compliqué, ce débat que tu as trouvé compliqué, je le sais, donc je te remercie 2 fois. Je pense toujours que se parler est une bonne chose, même si sur le sujet, certains vont me trouver rugueux et âpre, et encore, je pense que je suis loin de la réalité. Mais en tout cas, je salue ton courage et je salue ta vaillance, il faut le dire, parce que sur ce sujet, on ne trouve pas grand monde pour discuter, et bien, je trouve que tu as fait preuve, toi, d'honnêteté, de courage pour cette vidéo, et je t'en remercie.